Bonjour, bonsoir. Euh, 29e édition de Lecture en tête, en tout cas 29e anniversaire de Lecture en tête et du Festival du Premier Roman. Et depuis 10 ans, ce festival a une particularité, c'est qu'il décerne un prix, qui est le prix du deuxième roman. C'est le plus difficile. Le premier, on pense que ça va de soi, le deuxième, on s'aperçoit que c'est plus compliqué. Et donc cette année, il y avait 11 jurés qui ont choisi dans tout un tas de romans, ils nous en ont proposé une série, les 11 jurés à la fin. J'étais dans le jury final et nous avons décerné ce prix à Oscar Lalo, qui est ici, et qui a écrit un livre étonnant et un livre sur quelque chose qui est... Alors, ceux qui connaissent ce dont il parle vont apprendre des choses et ceux qui ne connaissent pas vont apprendre des choses aussi. La race des orphelins, ce livre-là, parle d'une femme qui s'appelle Hildegard Müller. En fait, elle ne s'appelle pas Hildegard Müller. Ce qui est important dans son prénom, c'est le H. C'est le H de Himmler, c'est le H de Hitler. Et elle, qui est une vieille dame qui a 76 ans, ne sait pas d'où elle vient. Elle n'aime pas son prénom, elle ne l'a pas choisi. Elle sait que ses parents n'ont pas choisi son prénom. Personne n'a choisi Hildegard Müller. Et cette dame ne sait pas d'où elle vient, cette dame ne sait pas qui elle est. Cette dame a besoin de savoir, même si elle ne vient de nulle part, il faut que ses enfants le sachent. D'où je viens, d'où vous venez, même si c'est de nulle part. Oscar Lalo nous parle des Lebensborn, ces usines à créer des enfants, à rien, des enfants purs, des enfants qui devaient être dans l'imaginaire criminel nazi, qui devaient être le summum de la race. Et ils en ont fait des enfants abandonnés. Ils en ont fait des enfants avec des femmes supposées blondes, ariennes, qui ont été engrossées comme des animaux par des SS. Et quand la paix est arrivée, ces enfants-là ont été évidemment abandonnés. Et ils ont été aussi abandonnés par la démocratie. C'est-à-dire qu'on ne se souvenait plus des Lebensborn, on ne se souvenait plus de ses enfants, on ne se souvenait plus de Madame Müller. Et Madame Müller, qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est le livre. Elle sait à peine lire, elle sait à peine écrire, mais elle veut savoir d'où elle vient. Et donc elle va embaucher un scribe. Et ce scribe, elle n'a pas de mots à lui donner, mais elle a des images à lui offrir. Et ce scribe va transformer ces images en mots, et ce scribe va essayer de comprendre avec elle d'où elle vient, si c'est possible. Et petit à petit, d'essayer de recréer une vie. Ce qui est formidable, ce qui nous a beaucoup touché dans ce livre-là, les 11 qui lisions et qui l'avons entendu, ce livre, c'est que c'est un livre de petites phrases, de petites choses, de petites touches. C'est un livre qui reconstruit une vie, image par image et mot à mot, et c'est très paradoxal. Parce que quelque chose touche profondément Madame Müller. J'ai envie de l'appeler Madame Müller, j'ai pas envie de lui redonner le prénom que lui ont donné les SS, Madame Müller. Ce qui la touche profondément, c'est qu'elle se sent exactement la petite fille qui était Anne Frank. C'est-à-dire que ça paraît étrange qu'une petite fille créée par les SS de toutes pièces, tout d'un coup, se ressente proche, familière, familiale presque, avec cette jeune fille juive qui a été assassinée par ces mêmes SS. Et c'est cette histoire, c'est cette recherche de l'identité, cette recherche de qui est-on. Et ce qui est formidable, c'est que Madame Müller, en fait, c'est tous ses enfants, les Lebensborn. C'est pas elle. C'est pas un livre sur elle. C'est presque, c'est une symphonie chorale de tous ces enfants qui ont été créés par un système concentrationnaire nazi et qui ont été ensuite oubliés, rejetés, niés, occultés par notre démocratie tranquille. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a aimé. On a trouvé que c'était aussi un livre qui nous rappelait que nous étions responsables de ce genre d'oubli, de ce genre de personnes qui sont devenues les ombres des ombres après avoir été dans cette lumière vert de gris. Donc c'est pour ça, Oscar Lalo, que lisant ce livre, on s'est dit que, donc je suis désolé, je me couvre, un virus en chasse un autre, on a eu envie et on est extrêmement fiers de vous remettre ce prix, parce que c'est un prix
important pour nous. Le deuxième roman, c'est le roman le plus difficile. Le troisième, vous verrez, ça vient presque tout seul. Et surtout, ce qui était important pour nous, c'est que c'est un livre moderne. C'est pas un livre d'une histoire ancienne, c'est un livre moderne qui nous parle de notre histoire aujourd'hui. Et ce genre d'histoire, si on ne les écoute pas, si on ne les apprend pas, si on ne les entend pas, et si on ne les résout pas, nous-mêmes, on ne sait pas d'où on vient. Voilà. Merci. Donc bravo, vraiment. Merci beaucoup. Merci Serge. Eh bien, nous allons évoquer ce deuxième roman d'Oscar Lalo. Auparavant, je voudrais revenir sur un premier roman qu'on avait présenté, je crois, en 2017, si mes souvenirs sont bons, et dont les dernières pages disaient ceci. On m'a privé d'enfance comme d'autres de dessert, sauf que l'enfance, c'est l'entrée et le plat principal. Ce roman, c'était pourtant votre premier roman, Les Contes des Fées. On retrouve toute la problématique de la perte d'identité de ce deuxième roman. Pourquoi cette thématique, Oscar Lalo? Vous avez vous-même perdu vos papiers d'identité ou... Je ne sais pas si on choisit les livres qu'on écrit. C'est pas vraiment mon cas. Je voulais m'éloigner le plus possible de la mémoire inaccessible, de l'enfance traumatisée. Et je me suis retrouvé à écrire La race des orphelins. Je m'en suis aperçu, il était trop tard pour fuir. Et je suis profondément ému par ce qu'a dit Serge Chalandron, d'abord parce que c'est un écrivain que j'admire. Et parce qu'il a vu très juste, c'est-à-dire que c'est très émouvant. J'espère que ça vous est arrivé que quelqu'un comprenne ce que vous avez écrit. Ça arrive. Et l'exprime bien, de surcroît. Donc je voulais vous remercier pour ça. Je voulais remercier Anne-Sophie et Céline aussi. Je suis encore... et je me pince encore d'être là, puisqu'il y a des choses qui se passent donc, et il y a des gens qui tiennent bon. Je dis ça parce que pendant que je vous écoutais, j'ai réalisé quelque chose, c'est que... parce que tout s'est annulé. Tout ce qui avait trait à ce livre s'est annulé. Au-delà de ma propre déception, et surtout ce livre a été éreintant à écrire, et je me réjouissais de rencontrer des gens. Et puis non seulement je ne rencontre pas, mais j'étais invité la semaine dernière au Festival du roman historique à Levallois-Perret, ça a été annulé. J'étais invité à Jour du Seigneur, je me suis dit ça doit tenir, le Jour du Seigneur, ça a été annulé. Et pendant que Sorge parlait, dans le vide, j'ai envie de dire, et absolument pas dans le vide, j'ai réalisé que Hildegard Müller, dont je suis l'unique représentant, bien que je lui ressemble peu, je le concède, avait cette stigmate définitive en elle d'être... c'est un livre sur l'absence et sur l'absence de mémoire. Et j'ai cru lui donner une visibilité, et à travers elle, tous les autres enfants Lebensborn, puisqu'effectivement, Sorge l'a tellement bien lu qu'il ne s'agit d'aucun enfant Lebensborn en particulier, la seule façon de les représenter tous. Et le monde, parce qu'il fallait un événement mondial pour ça, comme il fallait un événement mondial pour qu'elle naisse dans les conditions dans lesquelles elle est née, pour qu'elle fasse encore face à l'absence. Et voilà, je trouvais ça fascinant tout à coup de le réaliser, qu'elle continuait dans son désert. Voilà. Mais on va imaginer qu'avec la technologie, il y a des gens invisibles qui nous regardent. Et comme quand on est écrivain, il y a des gens invisibles qui vous lisent. Et voilà. Donc je voulais faire cette remarque sur cette espèce de destin qu'elle a, d'être face à l'absence. D'accord. Alors, Serge évoquait tout à l'heure aussi la forme de ce deuxième roman, puisque naturellement il y a le sujet qui a séduit
le jury, mais qui est aussi très attaché aux qualités littéraires d'un deuxième roman. Et cette écriture est très riche, avec de nombreux euphémismes, des punchlines, une jolie langue. Et, on pourrait se délecter de ce sujet, de cette gymnastique, si le sujet n'était pas si grave. Est-ce que c'est un jeu qui vous plaît, cette écriture? Est-ce qu'on a aussi l'impression que cette ironie du langage traduit une amertume de l'héroïne, de Hildegard. Regarde. Hildegard. Non, je crois que Comme si elle était désabusée. je crois qu'il y a des situations, et c'est peut-être pour ça qu'on écrit, où on ne peut être sauvé que par la forme. C'est-à-dire que parfois, il y a certaines personnes qui ont mal compris ce livre et qui m'ont dit, qui ont cru que, comment dire, sans être grossier, que je me la pétais avec un style qui se voulait comme ça. Et elles n'ont pas compris que la forme était consubstantielle au fond. Dans ce livre, plus que dans aucun livre que peut-être j'écrirai. C'était aussi une continuation du premier, qui était déjà des petits chapitres, C'est mais vrai. parfois ça débordait, parce que ça se vomissait, c'est pas très joli, mais il y avait une résurgence comme ça de la mémoire, tout d'un coup on touchait un truc, puis pouf, ça explosait, donc ça débordait sur la feuille. Et là, ça pouvait pas déborder parce qu'il n'y avait rien. Donc Hildegard et moi, on a su assez tôt qu'il n'y avait rien, qu'on recherchait des parents qui n'existaient pas, mais comme les enfants qui jouent, tiens, tu serais le policier, je serais l'infirmière, on s'est fait croire qu'il y avait des parents à trouver. Donc il y avait ça, et il y avait aussi, pour la forme, le fait qu'Hildegard est analphabète. Mhm. Oui. Et que je ne pouvais pas trop lui en balancer. Qu'elle avait une certaine dose au-delà de laquelle je la perdais. Donc il fallait que ça soit ténu, et en même temps, il y a un libraire que j'aime beaucoup, qui a une librairie qui s'appelle Librairie Vendredi, dans le 9e, et qui a écrit Impeccable et implacable. Mais c'était pas pour impeccable, c'est pour implacable. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit implacable. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle se dise, bon bah ça c'est... Ça d'accord. Parce qu'en fait elle voulait pas qu'on écrive cette histoire. Elle le voulait, mais elle ne faisait que résister parce qu'elle ne croit plus en rien. Et peut-être que bien plus que la religion, la littérature, ça te permet de croire en des choses, voilà, auxquelles on a renoncé à croire. Alors, dans cette forme, on a des paragraphes plutôt courts, mais denses, qui donnent une force justement aux brides de souvenirs qu'arrache le script euh, à sa commanditaire. Et ça donne un effet journal. Des brides qui sont tirées quotidiennes chaque jour. Et justement, Sorge, j'en parlais tout à l'heure, il y a une admiration pour Anne Frank, une compassion, et Une sororité même. une Oui, sororité. On pourrait se dire aussi que Hildegard se dit, il y a le journal d'Anne Frank, très bien, mais il n'y a pas notre journal à nous. Et qu'il faudrait peut-être écrire. D'ailleurs, je crois qu'elle dit elle-même, j'écris pour que l'on ne nous oublie pas. Bien sûr. Alors, Mais non, je t'en prie. en fait, je l'avais appelé le journal d'Hildegard Müller. D'accord. Et puis, à un moment, j'ai écrit cette phrase. La seule race que la SS ait créée est la race des orphelins. C'est évident. Et ça s'est imposé. Ça s'est imposé parce que, au-delà du premier degré, qui est que la race des orphelins, c'est quand même un projet hallucinant de Bien sûr. décider de créer des orphelins. C'est-à-dire parce que c'était ça le projet. C'est-à-dire au bout de 3 semaines ou 6 semaines, la mère devait partir et de toute façon le père était généralement envoyé sur le front de l'Est et de toute façon il n'avait pas de lien avec l'enfant. Donc au-delà de ce projet de créer des orphelins, ce qui m'est apparu avec le nazisme et avec le stalinisme, avec les Khmers rouges, parce que je suis allé voir partout et j'ai trouvé tellement de similitudes que c'en était effrayant. Ce qu'ont réussi, mais particulièrement les nazis, c'est cette entreprise de déshumanisation. Et en fait, les orphelins, ce sont tant les victimes que les bourreaux,
qui sont orphelins de leur propre humanité. Et j'ai lu énormément de livres de rescapés, Prieuré Lévy, Jean Méry, etc. Et David Rousset, enfin bon, et même Rudolf Hess. Et ce que disent tous ces gens, ce qui est le plus fascinant, c'est d'assister à cette déshumanité. Les pauvres rescapés des camps s'en excusent. Ils disent ça a été ma survie, je la dois. Faut arriver à dire une phrase comme ça, à ma déshumanisation. Si je suis en vie, c'est parce qu'il y en a un autre qui est mort, parce que je lui ai volé un truc, parce que je lui ai pris la place à l'infirmerie, parce que voilà. Et donc, c'est vraiment ce sont des orphelins de leur humanité qu'on crée. Je me souviens plus, parce que voilà, dans un dernier roman, dans un témoignage sur Mauthausen qui vient de sortir, j'ai oublié le nom, j'en suis absolument confus, de l'écrivain, du survivant. Il dit le problème du camp, c'est que si tu cherches à comprendre, tu es mort. Il ne faut pas chercher à comprendre. Tu es dans un lieu qui échappe à toute compréhension, à tout entendement. Si tu essaies de trouver une logique à ce lieu, tu ne survivras pas. Il ne faut pas trouver de logique à ce lieu. Et c'est exactement ça. Moi, ce qui me touche, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me touche dans l'écriture de ce livre, c'est que, en fait, j'ai l'impression d'assister aux échanges entre Madame Muller et son SS, son scribe. Et j'ai l'impression d'assister, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que nous lisons, c'est évidemment pas ce qu'elle a dit. Enfin, ce sont les images qu'elle a apportées, etc. Mais ce que nous lisons, et c'est pour ça que de temps en temps, il y a même des sortes de refrains dans l'écriture. C'est aller au plus proche, au plus vrai, au plus pur de ce qu'elle a voulu dire. Et c'est pour ça que j'ai l'impression des fois que ces petites phrases, c'est comme des petits joyaux. Stop, plus ça n'irait pas, moins ça ne va pas non plus. Et donc on va s'arrêter là, on va respirer, on va attendre. C'est-à-dire que, alors vrai ou pas, mais en tout cas j'ai l'impression que ce sont des petits accouchements, pour le coup, extrêmement douloureux de chaque situation, et que chaque phrase est le rendu douloureux d'une conversation. Et que linéaire, ça ne serait pas possible. On n'imagine pas ce livre en chapitre 2, chapitre 3. Ça ne peut pas être ça. Ce sont des hoquets de douleur. Ce sont et ça, je trouve que c'est rendu... Moi, c'est ça. C'est-à-dire que si, je suis désolé de vous dire ça, mais si le même livre avait été fait en longueur, avec des chapitres, avec des retours chariots, des retours, etc., moi, ce qui me bouleverse, c'est que je l'entends, Hildegarde. Je l'entends. Et je l'entends par la voix de celui qui l'a écrit. Et la réussite du scribe, donc ne parlons même pas de l'écrivain, mais la réussite du scribe, moi je la vois, cette dame, je la vois, et ce qui est bouleversant, c'est que je la vois parce que tout est... Je le vois dire, on arrête, et elle qui dit oui, s'il vous plaît, je suis fatiguée. C'est pas écrit, mais c'est là, dans le rythme. Et je trouve ça magnifique. Tout à fait. On a des phrases fortes parmi ces cribles. Je n'ai pas été torturé, ni déporté, ni gazé. Mais j'ai souffert, et je souffre toujours, car ces crimes ont été commis en mon nom. Ça, c'est immense. Autre phrase, Anne Frank a écrit caché. A écrit caché, moi j'ai vécu caché. Est-ce qu'il y a dans cette sororité avec Anne Frank, pardon, c'est joli. C'était très joli. une sorte comme si elle voulait se justifier. Non, elle en est pas là. Il faut savoir quand même que le drame des Lebensborn a commencé à la Libération. Donc je veux dire, il faut... Les enfants sont les victimes absolues des guerres. Leur destin est occulté généralement par la libération, justement. Parce que tout à coup, les choses rentrent dans l'ordre, etc. Ce qu'elle montre avec cette sororité avec Anne Frank, c'est qu'elle est au-delà des systèmes. C'est-à-dire que la souffrance n'a pas d'étiquette. La souffrance d'un enfant n'a pas d'étiquette. Je peux vous dire, j'ai hésité énormément avant d'oser
le parallèle avec Anne Frank. Je comprends. Parce que la souffrance juive de la Deuxième Guerre mondiale est absolue. C'est pour ça que Paul Celan est pour moi au sommet. J'ai pas pu m'empêcher de mettre Todesfuge, le fugue de la mort, parce que Paul Celan a réussi ce que disait Sorge. Je me l'appliquerai pas du tout à moi, mais lui, il a réussi comme ça, avec des mots. On ne sait pas comment ils sont emboîtés, mais c'est définitif. On ne peut pas enlever un mot, c'est comme ça. Et elle, qu'elle soit nazie, c'est-à-dire en plus baptisée nazie à un mois, donc là on est dans et il y a un moment, la victime doit être entendue, quelle que soit l'étiquette qu'on lui appose. Et ça, c'est particulièrement difficile. Et alors, je me suis juré de ne pas rentrer dans des méandres contemporains, mais je tombe dans le piège. J'ai peur qu'aujourd'hui, et c'est peut-être le caractère contemporain dont parlait Sorge, peut-être de ce livre, c'est qu'aujourd'hui, on étiquette à tout va, on victimise et on étiquette les victimes à tout va, croyant leur faire du bien, et je pense qu'on leur fait du mal. Voilà, mais voilà, une parenthèse fermée. Mais... Juste un mot, si je puis me permettre. Je comprends que vous ayez pu avoir un... C'est douloureux de dire, tiens, si je faisais entrer Anne Frank dans cette pièce. Mais en même temps, c'est pas vous, c'est elle. C'est-à-dire que c'est Madame Muller qui fait cette comparaison. Vous la rapportez, le scribe la rapporte. Et donc, c'est pas vous qui vous demandez est-ce que c'est possible ou pas, c'est elle. Elle vous l'impose. Vous nous l'imposez et c'est parfait. J'écris ce journal pour nous laver de la honte. Alors, plus qu'une thérapie, on voit que la quête de Madame Muller, sa quête d'identité, c'est une demande de réhabilitation, davantage qu'une recherche d'identité. À la fin, c'est ce qu'ont fait tous les enfants Lebensborn. Alors, là où ils l'ont obtenu, c'est en Norvège, très tard, en 2005. Donc, pour ceux qui restaient, qui ne s'étaient pas suicidés, en plus la Norvège les a particulièrement maltraités parce qu'il y avait Kinsling, donc c'était un gouvernement collaborationniste, donc à la fin c'était façon de laver. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est comme ça que ça a commencé, ce livre, c'est que j'ai vu la fin d'un reportage où je voyais une masse de poupins blonds sur un navire et qui partait de Norvège pour aller en Australie. Ouais. Et j'ai jamais retrouvé ce reportage et j'avais écrit plein de pages dessus, mais la particularité de ce livre, c'est qu'aussi il fallait, par respect envers les enfants Lebensborn, que tout soit validé historiquement, que je puisse à chaque fois dire voilà, ça c'est pas de la fiction. Et en même temps, ça ne pouvait être écrit que sous le mode de la fiction. Parce qu'au début, j'avais shortlisté, comme on dit, 20 enfants de Lebensborn, et je me suis dit, tiens, je vais aller les voir, et puis on va... Et puis au fur et à mesure que je découvrais l'horreur, enfin, l'ampleur, plus que l'horreur même, je me disais, je rétrécis totalement. Or, il n'y a rien sur le sujet, à part un bouquin sur les Français. Et donc, la seule façon de couvrir le spectre, c'est que ce soit une enfant Lebensborn qui n'existe pas, ce qui est un peu une enfant Lebensborn au carré. Et puis... Et ne pas barricader l'imaginaire du lecteur. Oui, en plus, bon, ça c'est le rôle de la littérature en règle générale, c'est que moins on lui assène de vérité, plus le lecteur peut se faire la sienne, je pense. Et que là, c'était important. Et puis, voilà, comme c'est un livre sur l'absence de mémoire, là où j'ai commencé ma phrase s'est égaré quelque part dans le public, et je ne me souviens plus de ce que je voulais dire. Donc vous avez posé votre prochaine question. Sur le vécu de Madame Muller, on a
peu d'éléments de sa vie contemporaine. On n'a pas. On a sur son adolescence, son enfance, elle était battue visiblement par une famille d'accueil. Elle s'est après mariée avec un autre enfant, Lebensborn, Olaf, qui est un Français, qui était dans Lebensborn français. Et on a peu de faits sur sa vie, comme si elle n'avait pas été réparée, comme si elle n'avait même pas été rafistolée, que tout son mal-être se basait sur ce manque d'identité. Comme si rien ne pouvait la restaurer. Oui, je crois que... Enfin, en même temps, on ne peut pas tout raconter, même si effectivement, je pense que les chapitres auraient pu être dans n'importe quel ordre, puisque ce sont des instants. Ce sont des instants de conversation ramassés. Le plus flagrant, c'est quand j'ai lu l'interview d'un... Parce que tous ces enfants se sont retrouvés dans un couvent à Indersdorf, en Bavière, qui était à 10 km de Dachau, ça ne s'invente pas, et qui était organisé par l'UNRWA, qui était donc qui s'occupait des réfugiés. Et puis là, il y avait un centre pour enfants. Et donc les enfants débarquaient, parce qu'il faut voir qu'à cette époque-là, il y avait des enfants juste comme ça, dans la rue, dans le truc, qui sortaient d'une forêt, qui sortaient... Bon. Et donc il y a ces scènes absolument bouleversantes où les enfants juifs rescapés des camps de concentration, qui avaient tous plus de 12 ans, puisqu'en dessous ils étaient irrémédiablement gazés, donc ceux qui avaient 12 ans, c'est ce qui avait pu faire croire qu'ils avaient 15 ou 16 ans ou 18 ans, se retrouvent à s'occuper de ces enfants, à les prendre sur les genoux, et ces enfants ont une vertu thérapeutique pour eux. Alors c'est complètement fou, ces enfants labellisés nazis, plus labellisés nazis, tu meurs, si j'ose dire, sans jeu de mots. Et ce qui est fou, c'est qu'après, ces enfants juifs sont devenus des octogénaires juifs, qui se retrouvent chaque année à Indersdorf, avec les enfants d'Indersdorf, et ils ont leur assemblée, et il y en a un jour qui a pris la parole, je dirais avec le même courage anticommunautariste que celui que j'ai eu en disant, bon, on va arrêter d'étiqueter tout le monde, et il a dit... il dit, j'ai perdu toute ma famille, mes parents, mes enfants, mes parents, mes cousins, mes grands, enfin, tout le monde, je suis le seul rescapé, mais je connais mon nom, je connais mon prénom, je sais où je suis né, et je n'arrive pas à imaginer la détresse des enfants Lebensborn qui n'ont aucune donnée sur eux-mêmes. Puisqu'il dit, je me suis reconstruit à partir de cet infime Élément d'identité. Élément d'identité dont on m'a assuré qu'il était vrai, ce qui n'est pas le cas pour elle. Alors, on découvre aussi que les enfants de Lebensborn subissaient différents stades de sélection. Par exemple, tous les 2 ans. Non, pas tous les 2 ans. Ah non, c'est tous les jours. S'ils ne respondaient plus aux critères, c'était... Non, c'est tous les jours. C'était retour c'était l'euthanasie. Non, c'était un système de sélection absolument hallucinant. Alors, il y a plein de choses amusantes si c'était pas tragique. C'est comme le bataillon d'Hitler avec des nez droits, des nez grecs, dont il pensait qu'ils seraient. Et il choisissait les infirmières et les médecins surtout, selon les mêmes critères. Ce qui ne fait pas forcément des meilleurs médecins, ça n'en fait pas des pires, mais ça n'en fait pas forcément des meilleurs. Et ce qui est amusant, c'est que sur tous ces critères, plus de 60, il n'y en a pas un qui est intellectuel. C'est-à-dire la race supérieure, c'est quand même extraordinaire. Ils n'ont pas envisagé que l'intellect puisse être une valeur, voilà, à aucun moment. Mais eux, effectivement, parce qu'en plus, comme toutes ces sciences nazies, les types il y a quand même un type, parce qu'il y a un moment, petit aparté, et c'est pour ça que le destin des Juifs est constamment mêlé au destin des nazis. Quand ils sont allés en Europe de l'Est, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient beaucoup plus... les Allemands ne sont pas particulièrement ariens, il faut le savoir, à part les Landes du Nord, ils ressemblent pas du tout au schéma... je ne parle même pas de la bande de pieds nickelés qui les dirigeait, que si vous les regardez l'un après l'autre, c'est à hurler de rire d'ailleurs, c'est un pouvoir de communication extraordinaire de faire obéir aux gens sur un modèle comme ça quand on ressemble à ça. Et donc à un moment, il fallait expliquer aux Einsatzgruppen et puis comment on reconnaît un juif en Europe de l'Est.
puisqu'ils ont le malheur d'avoir les yeux bleus et d'être blonds et tout ça. Et donc il y a un type qui a sorti une thèse sur les mains des juifs. C'est quand même extraordinaire. Donc il a décrit les mains des juifs, qui étaient des mains, voilà, comme ça. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le type est devenu prof de fac après, il a juste enlevé des juifs, et il a écrit un truc sur les mains, comment on reconnaissait les mains des peuples de l'Est, etc. C'est fascinant. Moi, je suis tombé de caribancier là, à chaque fois que je découvrais un truc, je pensais que j'étais tombé au plus bas, et à chaque fois, il y avait une trappe qui me faisait tomber plus bas. Et voilà. Et en même temps, parfois, c'était tragicomique. C'est-à-dire, on se disait, mais ils l'ont vraiment. Parce que ce qui est fou quand même, pour l'avoir lu malheureusement par conscience professionnelle, il y avait tout dans Mein Kampf. Bien sûr. Tout. C'est pas compliqué. Ce type a écrit tout ce qu'il allait faire, demander le programme. Et des fous, il y en a, des malades mentaux. Ils ont rarement le pouvoir comme l'a eu Hitler. Et ils ont rarement l'adhésion de la population comme il l'a eu. Victor Klemperer, qui est un immense linguiste, qui a écrit LTI, la langue du Troisième Reich, qui était un prof, ses cours étaient pleins. Du jour au lendemain, il a eu 2 élèves dans son amphithéâtre, une turque égarée et un juif qui n'avait pas suivi les actualités. Et donc il y a eu, ce qui est pour moi le plus fascinant, mais de toute façon tout est fascinant, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu te dis, vaut mieux que je ne comprenne pas. D'ailleurs, Jean Améry, dans son essai sur les intellectuels, a dit que les intellectuels s'en sortaient beaucoup plus mal à Auschwitz parce qu'ils essayaient de comprendre. Voilà, c'est ça. Alors que les droits communs n'essayaient pas du tout de comprendre. Même les communistes, ils n'essayaient pas de comprendre. Ils voyaient un ennemi. Mais les intellectuels, ils essayaient de faire sens. Et donc, ils devenaient musulmans tout de suite. Ouais. Et Les musulmans, il faut. pardon, et les musulmans, faut c'est expliquer, ceux, sont ceux oui, qui- ce sont ceux dans les concentrations qui ont qui vont arrêté. mourir, quoi. On les voit, on dit bon bah lui il va mourir dans va mourir, 24 voilà. ou 48 heures. Il a renoncé à vivre. Parce que de nos jours, c'est une autre connotation. Et d'ailleurs, C'est pardon, étrange d'ailleurs. c'est très étrange. Et j'ai eu beau chercher Je ne sais comment pas. est sorti ce terme, Je ne sais pas. vraiment, et Peut-être vraiment sans prendre à- position. Peut-être à cause du jeûne et du ramadan, donc de la maigreur. Mais ça me paraît. Je sais pas. On a l'impression que Madame Müller, on veut à la terre entière. Et elle semble notamment très gravement déçue par le procès Nuremberg. Elle dira par exemple, à la violence nazie a succédé le silence des démocraties. Ouais. Hein, est-ce que c'est vraiment le cas? Ah bah, c'est pas vraiment le cas, Et- on est-ce parle que- d'un acquittement là. Est-ce qu'on n'a pas essayé de... Je me suis tapé aussi, je vais dire c'est presque aussi douloureux de Mein Kampf, mais c'est pas vrai, c'est pas dans le même ordre de douleur, les minutes du tribunal des procès Nuremberg, c'est en anglais, librairie Washington, vous pouvez y aller. Et c'est fou. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on tombe à l'épicentre de la problématique d'Hildegard Müller. Les juges les mieux intentionnés, américains, anglais, français, disent bon, il s'agit de nazis. C'est-à-dire qu'eux ont acheté l'idée qu'il s'agit d'enfants nazis, c'est-à-dire d'enfants coupables, de bébés coupables. Et après, parce qu'il y a eu plusieurs procès Nuremberg, le premier, le Oui, plus, bien sûr. voilà. Mais après, c'était autour de... Et quand on est arrivé au Lebensborn, ils ont dit oui, c'est une association. Alors bon, il y a un truc qui s'appelle lecture en tête, c'est une association, quoi. Et si on dit bon, on va pas juger une association. Et puis, il y avait 2 médecins. Bon, les médecins, on n'imaginait pas. Et puis, il y a une infirmière. Alors, elle est extraordinaire. Elle allait repérer les mômes des races inférieures éligibles pour la race supérieure. Il fallait les voir, ces infirmières qui allaient dans les pays de l'Est, qui prenaient littéralement les enfants dans la rue. Tac, 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 tac. Et comme il fallait faire vite, ils en prenaient, et il y a 90% qui ne passaient pas la sélection, mais qui n'étaient pas rendus aux parents. Donc, on a, et malgré tout ça, il y a eu un acquittement. Donc, si vous voulez, cet acquittement la condamne. Parce qu'il y a eu procès. Mais si le procès ne condamne pas le coupable, Bien sûr. c'est que vous n'êtes pas une C'est victime. le plaideur qui est... Voilà. Donc c'est QFD. Alors, à propos
Madame Müller évoque le procès d'Eichmann. Elle cite: le plus grand mal du monde est le mal accompli par des personnes insignifiantes qui n'ont pas d'intention démoniaque. Bon, alors là, on tombe dans Hannah Arendt. Ça, c'est un autre gros volet. Hannah Arendt, on lui reprochait beaucoup de choses avec cette banalité du mal. La raison pour laquelle Hildegarde, parce que faire comprendre Hannah Arendt à une analphabète, il faut de la pédagogie, sans mépris aucun. Et pourtant, elle comprend immédiatement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens, et je crois que c'est ça l'intelligence, et Hildegard Müller est une femme intelligente, il y a des gens qui comprennent des concepts immédiatement, mais parce qu'ils l'ont dans leur chair. Et ce qu'Hannah Arendt dit, c'est vraiment l'essence du totalitarisme. Mais en fait, le message, s'il y en a un, je n'aime pas les livres à message. J'essaie vraiment de ne pas en avoir dans mes livres. Mais s'il devait y avoir un message dans ce livre, ce que cherche Hildegard Müller, ça n'est pas ses parents. On ne va pas la tromper là-dessus, elle sait très bien. C'est de penser par elle-même. Et ce qu'ont fait les Allemands, ils ont abdiqué la capacité à penser par eux-mêmes. Et c'est ça que leur reproche Hannah Arendt. Et c'est pour ça qu'elle parle de banalité du mal. Parce qu'elle dit, on a accepté que ce qu'on nous disait était vrai et que finalement, il y a cette phrase, le commandant d'Auschwitz parle, donc Rudolf Hess qui a écrit un peu ses mémoires avant. Il dit, oh, vous lisez ça c'est ce que disait d'ailleurs au procès de Nuremberg, ils ont dit qu'aurait été Hitler sans ses fonctionnaires si doués. C'était des types qui bossaient vachement bien. Et Eichmann, il est là. Et Eichmann, à un moment, on se demande s'il n'est pas honnête. Il dit, mais on me demanderait de faire une tâche, je la ferai au mieux de mes capacités. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne pensent plus par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne pensent plus du tout à l'objet de ce qu'ils sont en train de faire. Il faut empiler 1000 cadavres, on va empiler 1000 cadavres. Il faut empiler 1000 boîtes de conserve, on va empiler 1000 boîtes de conserve. La finalité n'a aucune importance. Et donc à ce moment-là, on peut envisager de créer des orphelins comme un objectif tout à fait louable. Et sauf que, voilà, pour l'orphelin, c'est plus compliqué à penser, et elle doit, puisque on a pensé pour elle, finalement, toute sa vie, en fait, ce que le scribe a essayé de faire, c'est de lui éviter les commentaires. D'ailleurs, moi, quand je lis un livre, j'aime pas lire un livre. D'ailleurs, il y a un livre merveilleux qui s'appelle « Et la lumière fut » de Jacques Lucéran, que je conseille à tout le public dans cette salle. C'est un livre très beau. Et malheureusement, et si les éditions de la Résistance m'écoutent, moi, quand j'offre le livre, j'agrafe l'introduction de Jacqueline Pardon, qui était sa première phrase, et c'est sa première femme, pardon, et qui écrit, qui fout en l'air le livre avec son introduction, en expliquant, etc. Et ce qui est important dans le droit, mais aussi historiquement, mais aussi quand on lit un livre de littérature, c'est d'oser avoir le courage de penser par soi-même, d'oser avoir le courage de ne pas comprendre, d'oser avoir le courage de prendre du temps à se faire imbiber par le style. Et finalement, Hildegarde s'en sortait beaucoup mieux quand je lui lisais le texte, parce que là, comme procédé d'écriture, moi je ne fais pas d'atelier d'écriture, tout ça est très... j'ai pas de méthode, mais avec elle, je lisais à haute voix des passages à cette Hildegarde qui a fini par être très réellement à côté de moi, et en lui disant, mais ça, voilà, et en lisant les phrases dans le texte, je m'apercevais que c'était plus compréhensible que de lui dire je vais t'expliquer, parce que si je lui disais je vais t'expliquer ce que veut dire Hannah Arendt, ça voulait dire je vais t'expliquer comment il faut penser. Et donc je le refoutais du nazisme en pleine gueule. Et ça, c'était pas admissible. Pas avec elle. Madame Müller se considère toujours et est considérée comme une enfant de la honte. L'innocence des dirigeants est la négation de la nôtre. Les enfants Lebensborn sont des invalides de paix. Est-ce qu'il n'y a pas
une évolution dans ce sentiment des enfants qui n'ont aucune identité, qui sont le fruit du nazisme? Est-ce qu'on ne peut pas leur permettre De toute façon, on ne leur a de- pas permis, et en Allemagne, on ne les reconnaît pas comme victimes. que ça peut évoluer? c'est- Est-ce que donc ils ne sont eux- pas invalides de paix, eux. On ne les considère pas invalides de paix. C'est amusant, je repensais à littérature et puis à ce que vous disiez par rapport au procès Nuremberg. Je crois que j'ai cité cette phrase de Kafka, qui est très drôle là aussi, mais qui est tragique, quand il dit quand K dit mon innocence n'arrange pas mon affaire. C'est extraordinaire. Parce il dit ça au peintre, toi, tu dis mon innocence n'arrange pas mes affaires, quoi. Et elle se trouve là-dedans, c'est-à-dire que elle est tellement innocente que c'est implaidable. Mais il n'y a même pas une once d'espoir, peut-être pour sa descendance. Alors pour sa descendance, si. C'est pour ça qu'elle a un C'est vrai. mari identifiable. C'est pour ça qu'ils ont insisté sur l'école et qu'ils se sont fait piéger parce que les enfants apprenaient à lire plus vite qu'eux. C'est pour ça que... Mais ça ne la rassure pas. Si, si, je pense que les enfants, ça la rassure de donner un squelette à... Maintenant, j'en retire un peu ce que j'ai dit. J'ai beaucoup lu aussi sur les fils et filles de Bosch. Donc ça, c'est la France. C'est pas anodin, c'est 200 000 enfants. Au moins. Nés de l'amour, dans 98% des cas. Pas du tout des collabos. Le type, il a 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'est un jeune Allemand qui on a dit qu'il fallait canarder des Français. Elle est là, son père est à la guerre, elle est là, elle tombe amoureuse, ils font un enfant, ils font l'amour une fois. On les rase à la libération. Et ceux qui hurlent le plus, c'est ceux qui étaient le plus cachés. Et ces enfants-là, on les traite de Bosch à l'école. On les traitait. On les traitait. Oui. Non, mais alors, Ça a évolué, c'est-à-dire que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je pense que dans la France d'aujourd'hui, l'image des femmes rasées est une honte nationale. Ah d'accord. Ah oui. Ah, ça, je suis Bah, heureux c'est-à-dire d'entendre. que oui, c'est-à-dire que, enfin, Aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. c'est-à-dire que ceux qui rasaient n'ont jamais eu une arme en main, C'est ça. à part un ciseau. Absolument. Ou une tondeuse. Absolument. Non, c'est-à-dire que, contrairement au Lebensborn, je pense que ça, de ce côté-là, en tout cas, la France a fait son chemin. C'est-à-dire que même cette dégueulasserie de collaboration horizontale qui est un mot qui est épouvantable, Absolument. mais ces femmes, alors, sauf les dénonciatrices et les traites, tu ne les rases Oui, pas, oui. tu les exécutes. Non, ça parce c'est que- autre chose. Parce que raser, c'est contre une femme, Absolument. quelle qu'elle soit. Absolument. Et d'ailleurs, dans les camps, si vous lisez les témoignages des femmes dans les camps, Bien sûr, le moment le plus difficile, bien sûr. c'était quand elles se faisaient raser. Bien sûr, mais on rasait les prostituées au Moyen Âge, etc. C'est-à-dire que Oui. c'est porter atteinte à la femme. En France, aujourd'hui, je pense que plus personne, à moins peut-être d'un vieux pétainiste caché dans un coin d'Ardèche, pour faire plaisir à Pierre Jourde, plus personne dit ah c'est très bien ça, il fallait les raser. C'est pas ça. De ce côté-là, nous, je crois qu'on a quand même. Alors, ceci dit, j'ai une histoire incroyable qui m'est arrivée, que je redoutais et que j'attendais. Ma première sortie, on avait encore le droit de sortir, au salon du livre de Morges, en Suisse, romande. Il y avait des signatures, il y a une femme qui s'approche et qui me dit, alors c'était la femme de la couverture là, je ne sais pas si on peut... C'est pas la version. Non, c'est si, une si. version remaniée, oui, avec les prix de juillet. Donc vraiment une petite enfant Lebensborn. Bon, mais elle avait 40 ans et elle me dit, ma mère est une enfant Lebensborn. Et on se prend dans les bras, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Et voilà. Et puis, on est resté en contact. D'abord parce que sa mère, donc elle a donné le livre à lire à sa mère. Qui est suisse. Alors oui, qui est suisse. C'est compliqué. Là, il faut que je vous raconte cette histoire, je crois que ça vaut le coup. Qui est suisse. Donc c'est une enfant Lebensborn, d'accord. À 17 ans, ce qui est rare, elle retrouve sa mère.
Donc elle fait partie Ah oui. de la portion congrue de ceux qui ont eu la chance, en faisant des recherches hallucinantes, de retrouver sa mère. Elle retrouve sa mère, comme ça arrivait souvent avec les enfants de Bosch en France. Sa mère lui dit « tu m'appelles tante ». Donc déjà, déni absolu de maternité. Et elle dit « puis de toute façon, moi j'ai fait ma vie ». Avec un peu de culpe quand même, elle lui dit « je t'envoie en Suisse Ah oui, d'accord. faire un CAP de coiffeuse ». Donc elle se retrouve dans un train, débarque à Bâle, et puis elle pousse jusqu'à Lausanne. Elle fait son CAP de coiffeuse, elle tombe amoureuse d'un type qui a l'âge de son père, putatif, donc qui a 30 ou 40 ans de plus qu'elle, 30 ans, qui lui fait 4 enfants, dont cette fille qui est venue me voir. Elle me dit, quand mon père nous engueulait, il nous traitait de filles de Bosch. C'est jusqu'où ça va? C'est-à-dire son propre père les insultait par rapport à l'origine de sa mère, malgré tout ce qu'elle avait vécu. Et donc elle le portait encore le... Je comprends. Puis je comprends l'étreinte. Voilà. Tous ces témoignages, justement, Oscar Lalo, vous les avez reçus après l'écriture du Oui, livre. bien sûr. Vous avez précisé que vous n'avez pas voulu rencontrer au Non. préalable pour l'écriture. Comment vous avez travaillé? Parce que c'est impressionnant la bibliographie, hein, qui est à la fin du livre. On en a, je crois, pour 2 ans de lecture. Hein. Il y a 10 pages de bibliographie, 2 pages de filmographie. Comment avez-vous Mais d'abord, construit votre c'est d'abord documentation? mon drame, c'est qu'il n'y avait rien. Parce que s'il y avait eu un bouquin de référence, je me serais régalé, puis j'aurais fait ma fiction. Mais très vite, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien, mais à nouveau, c'était trop tard. J'avais signé le contrat en plus. Je ne pouvais pas dire, je sais pas. Ça reste entre nous. Ajouter, parce que là, on voit qu'il y a un vieux combattant. Je dis pas ça par rapport à l'âge, mais au fait qu'il a déjà écrit son 2e roman. Vous n'imaginez pas la pétoche que c'est que d'écrire un 2e roman. Je crois que vous pouvez même pas imaginer. Bah, C'est-à-dire mon premier c'est roman. pour ça qu'on a je créé me le prix, revois- parce que c'est impossible. Ah ouais, non, c'est le truc. C'est pour ça que j'ai mis 4 ans. Bah, bien sûr. Je suis allé faire une signature en Normandie. J'étais avec mon attaché de presse. La libraire dit alors Oscar, il est en train d'écrire. Il dit ouais, il écrit. Elle dit ouais, mais il va nous sortir un chef-d'œuvre après les contes des fées. Elle m'a cloué au sol et mon attaché de presse m'a dit t'as vu la pression que. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en plus, c'est-à-dire que pendant 2 ans, j'arrivais, mais je comprends. c'était juste impossible. Et donc là-dessus, c'est rajouté. Mais du coup, ça m'a mis dans une espèce de tacanovisme de recherche, de travail d'historien, de thèse d'historien. Et je voulais absolument citer toutes les sources parce que c'était important, parce qu'il fallait que tout ça soit validé historiquement. Et donc j'ai mis aussi toutes mes sources internet. Et mon éditrice m'a appelé, elle m'a dit écoute, si on met les sources internet, il y a 80 pages de plus. Donc on les a enlevées. C'était un choix difficile, mais c'est vrai que ça aurait fait bizarre, quoi, parce que c'est pas non plus un test. Je suis pas historien. Oui, et puis, Ça aurait fait bizarre. C'est pas une thèse. non, oui, non seulement ça aurait fait bizarre, mais ça aurait éloigné encore Madame Muller de sa propre parole. Oui, Elle aurait été capturée par la parole de toutes ses ombres. c'est ça. Et ça, c'est pas possible. C'est ça. Et en même temps, c'était vraiment, je veux dire, j'ouvre Histoire du cinéma de Godard, boum, je trouve une phrase là-dessus. Bien sûr. Le bouquin est comme ça. Donc, ça partait dans toutes les directions, et en même temps, ça façonnait comme ça Hildegarde au fur et à mesure. En fait, c'est le contraire du sculpteur, quoi. Le sculpteur, il a sa masse de glaise, puis il enlève, et en fait, nous, on commence avec un peu d'eau, un peu de ça, puis on fait, tiens, puis on fait comme ça, et puis ça, tiens, ça a cette gueule-là, et puis on fait comme ça. Une phrase forte de ce livre. L'amour est pris pour une faiblesse, la haine pour une opinion. Vous la regrettez, cette phrase, ou vous la développez? Je sais pas si elle se développe. En tout cas, pour Hildegarde, oui. Elle essaye d'apprendre à ses enfants à ne pas répondre et à envoyer de l'amour. Et c'est toujours cette frontière extrêmement délicate entre se faire abuser parce qu'on est gentil et arriver à être gentil en se faisant respecter. Je pense qu'on est tous confrontés à ça. C'est difficile. Je n'y arrive pas toujours. Alors, à propos de ces phrases, moi, ce qui m'a intéressé, parce que je me demandais comment vous alliez vous en sortir,
c'est la désincarcération de la langue allemande. C'est-à-dire que Mm. ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que non seulement elle porte le H de Hitler, de Himmler, mais en plus, sa langue est allemande. Et c'est idiot, c'est la question bête, mais comment vous est venue l'idée? Parce que en même temps, c'est gonflé, et en même temps, c'est une formidable idée de dire, eh ben tiens, le scribe, il va écrire en français. C'est-à-dire que après, j'avais du mal à imaginer les conversations entre elles, le scribe, etc. Mais moi, ce que j'aimais, c'est que cette désincarcération de la langue allemande, Mm. euh, c'est comme si c'était rompre les derniers liens, les derniers fils avec le nazisme. Absolument. Et c'est Et, et- et- et toutes les, et toutes les phrases qu'il cite sont des phrases en français, oui, et en français neutre. et en français neutre, C'est ça qui et en était français neutre, aussi important. bien sûr. C'était parce qu'il y a eu la tentation assez forte de passer par l'allemand. J'avais même mis le poème de Ceylan en allemand. Et puis finalement, on l'a pas mis. Traître. Ça aurait été une trahison pour la vieille dame. Parce que non, mais en français et en allemand, parce qu'il était aussi très bon en allemand. Et en même temps, fallait pas, parce que parce que les nazis ont torturé la langue allemande. Oui, en plus. Oui. Et je reviens au LTI, langue du troisième, vraiment sur la langue du Reich. C'est fou les Allemands ont manipulé cette langue de façon incroyable, Les avec nazis. une ingénierie, excusez-moi les nazis. et, et, euh, et donc l'écriture a été doublement salvatrice. Au début, j'avais une certaine honte à me dire je ne vais pas le faire en allemand. Et puis tout à coup, il y a eu l'intervention de la traductrice. Mhm. Et la traductrice permettait deux choses. Mhm. Elle permettait au scribe de réfléchir Absolument. et à Hildegarde de ne pas diaboliser le scribe. C'était une espèce de médiatrice parce qu'au début, elle lui en voulait. Parce qu'elle en était pas loin quand même. Oui, et bah, au début, elle disait, je croyais que tous les Suisses étaient allemands, parlaient allemand. Et il y a ce truc comme ça, et la Suisse ayant eu ce rôle euh, neutre dans le mauvais sens du terme pour pas mal de choses, mais ça permettait une temporalité comme ça, comme le grec ancien, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est pas le temps qui compte, c'est l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. Et ça permettait une traduction, ça permettait une digestion. D'accord. Alors, on s'est habitué en deux romans à l'écriture de Scarlalo. Qu'est-ce qui nous prépare maintenant? Ben, il y a une femme il y a une femme dans la Société de lecture de Genève qui a levé la main et qui a dit est-ce que pour le troisième, vous pouvez nous écrire une histoire d'amour? La réponse a été non. J'espère. Pardon. La réponse a été non, j'espère. Je Vous avez dit oui. me suis plus ou moins engagé. C'est-à-dire que ces Ah. histoires d'enfants à la mémoire inaccessible m'épuisent. Moi, j'ai pris 10 ans. Quand j'étais venu en 2017, j'avais pas de barbe blanche. Et j'étais un jeune homme fringant de premier roman, on me disait jeune auteur. Et là, et je vais peut-être me faire rattraper par autre chose. On verra. Entre parenthèses, cette société de lecture est une merveille absolue à Genève. Et sont des gens bien qui invitent des gens bien et qui parfois tentent des pièges dont on ne peut pas sortir. Alors, je vais parler d'un piège qui m'a été tendu à mon premier roman à la Société de lecture de Genève. Une femme qui a levé la main, qui en plus se trouvait être la nièce de Nabokov. Ouais. Donc, quelqu'un qui connaissait l'affaire et qui dit très très bien votre premier roman, mais est-ce que vous savez qu'en fait, on juge un écrivain au deuxième roman? Parce que tout le monde peut écrire Oui, un bien premier sûr. roman. Et vas-y, reprends. Reprends un coup de... Et d'ailleurs, c'est Vas-y, étonnant le nombre de gens qui parlent du prix du second roman. Et alors, je dis non, parce qu'il y en aura un troisième, j'espère. Exactement, mais Il ça faut c'est les faire gens qui parlent bien français. Et ça, c'est à peu près systématique. Et on reprend de façon systématique. Même si j'ai trouvé un truc, à un moment, je me suis mis à en écrire deux. Ouais. Et puis je me suis dit, tiens, j'écris le troisième, il est beaucoup plus facile à écrire. Oui, c'est vrai. Alors, c'est Oscar Lalo qui fait dire à Madame Müller, les livres sombres sont souvent lumineux. Donc est-ce que le troisième roman sera sombre? C'est vraiment, je lis pas l'avenir. Je sais que j'ai besoin de... la première interview que j'ai faite pour La race des orphelins, c'était... le journaliste me dit, est-ce que vous en êtes sorti? Et j'en étais pas sorti à ce moment-là. Là, j'en suis un peu sorti. Mais ça colle
ce genre d'histoire, parce que C'est bien. ça, voilà, et ça colle aussi dans son caractère contemporain. C'est-à-dire, ça vous donne quand même une grille de lecture de ce qui se passe actuellement, et on se dit, parce que moi, quand j'allais à l'école, je pensais qu'on allait dans le bon sens. Et que tout ça, c'était du passé. Moi, j'aimais bien l'histoire. Parce que ça nous arriverait plus. Avant peut-être d'écouter les questions de nos internautes, vous débutez vos remerciements à l'issue du livre par cette phrase: Les Contes des Fées a été un livre délicat à écrire, La Race des Orphelins a été un livre intense à concevoir. Voilà. Oui. C'est-à-dire, ça a été vraiment un accouchement sans péridurale. Mais dans l'amour. Voilà, exactement. A-t-on des questions? Ce serait un miracle. On serait parmi les premiers. Alors, Sorge, le mot de la fin? Je sais pas, je vois quelqu'un qui lève une main peut-être, non? Ou je me Qui trompe? nous dit qu'il faut terminer. Non, il faut terminer, Et- probablement. Le mot de la fin, d'abord, moi je suis, je vous le dis, et c'est pas de la flagornerie, je ne le dis pas à chaque fois, et il y a des témoins. Je trouve ça formidable d'aimer un livre et d'aimer un auteur. Et ça ne marche pas toujours ensemble. Et donc là, c'est un plaisir. Donc voilà, Oscar Lalo, La Race des Orphelins, prix du deuxième roman de Laval pour c'est le 10e prix Ouais. du deuxième roman. Et Joyeux on va. anniversaire. Pardon? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Anniversaire Voilà. Anne-Sophie et Et Céline, on bien mérité. va terminer donc avec j'ai beaucoup aimé cet entretien, je vous le dis, c'est pas, j'aime bien les entretiens où on écoute et où on apprend. Voilà, et j'ai appris des choses et sur l'auteur et sur le pourquoi de son œuvre et sur l'histoire aussi. Donc voilà, donc 29e, voilà, c'est avec cette table carrée protégée par des plexiglas et par des masques. On est, en fait, si les autorités nous regardent, on est protégé. Se termine donc ce festival du premier roman de Laval. L'année prochaine, ça sera le 30e anniversaire de Lecture en tête. Vraiment, j'espère que non seulement vous serez là, mais que vous serez là en vrai, parce qu'on a besoin de vous, on a toujours eu besoin de vous, et qu'on n'ait plus de plexiglas, qu'on n'ait plus de masques, et qu'on ait envie de partager ensemble vraiment, qu'on puisse s'embrasser, se toucher, se parler, chanter ensemble et boire des coups. Merci pour ceux qui ont été derrière leur ordinateur, c'est moins convivial, mais en tout cas, il était extrêmement important pour tout le festival, pour Lecture en tête, pour tous ceux qui l'ont préparé, qui ont mis des mois à le préparer et des mois à trembler en se demandant est-ce qu'il va avoir lieu ou pas. Il était extrêmement important qu'il ait lieu. Il était extrêmement important pour Oscar Lalo qu'il ait lieu aussi. Il était important aussi pour Madame Muller, que tiens, j'ai envie de l'appeler Jeanne, comme Jeanne d'Arc, comme ça. C'est une petite idée. Merci à tous et à l'année prochaine à Laval. En présentiel, j'aime pas ce mot, mais en vrai, disons. Merci à vous.